Un plaisir, mesdames, messieurs, de vous avoir nombreux en train de suivre Kivu Morning Post. L'actualité du jour, au sommaire, les combats ont repris ce jeudi 14 mai 2026 dans les territoires de Fizi, opposant les FARDC et les ralliés aux combattants Twirwaneho, alliés à l'F-123. Les mouvements accusent la coalition de Kinshasa de mener des attaques généralisées contre les zones densément peuplées. Des tirs et un vent de panique ont secoué plusieurs quartiers de Beni ce jeudi au cours de la journée ville morte décrétée par le mouvement citoyen pour dénoncer le massacre perpétré par les ADF. Ouvrons l'actualité du jour par Minembwe. Les combats ont repris ce jeudi 14 mai 2026 dans les territoires de Fizi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, opposant le FARDC appuyé par leurs alliés aux combattants à Twirwaneho, affiliés à l'AFC 123. Les mouvements accusent la coalition de Kinshasa d'attaques généralisées contre des zones densément peuplées. Je propose ici de suivre les détails dans ces commentaires de Josme Rangui. Des affrontements violents se sont poursuivis ce jeudi 14 mai 2026 dans le territoire de Fizi, en province du Sud Kivu. Ces combats opposent l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo aux combattants Twirwaneho alliés à l'F-123. Selon une source administrative, les affrontements ont eu lieu au niveau du village de Kilulwe sur l'axe Kipupu-Mikenge. Dans un communiqué ce jeudi 14 mai 2026, l'AF-123 accuse les forces de Kinshasa d'avoir lancé des attaques généralisées contre des zones densément peuplées de Kalingi, Gakenge, Bidegou et Rugezi dans le haut plateau de Minembwe en utilisant des troupes au sol, de l'artillerie lourde, des drones de combat de type kamikaze et cassettes, ainsi que des avions de chasse Sukhoi S-25. En ces moments, des drones de type CH4 survolent et quadrillent les zones densément peuplées de Massissi, Rutshuru et Kalehe dans une posture clairement offensive, se positionnant en configuration de frappe imminente, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AF-123. Pour le coordonnateur adjoint de l'AF-123, ces attaques de Kinshasa, lancées depuis 2 jours, foulent aux pieds les actes de bonne foi de l'AF-123 de ce dernier jour pour faciliter la poursuite du processus de paix. Il est incompréhensible que la médiation et la facilitation restent passives face à la barbarie de Kinshasa. L'AF-123 ne peut être le seul à respecter les accords si la partie adverse ne peut en faire autant. Il est vrai que la posture actuelle du régime de Kinshasa est encouragée sans doute par une politique de double standard adoptée par la médiation, facilitation. La F-123 s'assumera, a déclaré Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la F-123 sur X. Cette nouvelle recrudescence des tensions survient alors que des efforts de paix visent un cessez-le-feu permanent dans l'est de la RDC. Je l'ai dit au sommaire, à Beni, les activités socio-économiques sont perturbées. C'est jeudi après un appel à une journée ville morte lancée par des jeunes du mouvement citoyen pour protester contre l'insécurité. Les forces de l'ordre sont déployées dans la ville et des tirs provoquent la panique et la dispersion des habitants dans certains quartiers. On est 10 heures, voilà, les manifestants sont en train de manifester, sans violence comme cela a été prévu. Et nous voyons que la population a répondu favorablement à l'appel des structures. Ainsi donc, il y a
il y avait des provocations de la police, mais les manifestants ont décidé de les éviter pour éviter les sang. Ainsi, c'est le tour des quartiers. Là, nous sommes dans la cellule Kouka et nous montons vers Kangaimbi et les activités se passent bien. On n'a cassé rien et tout se passe comme prévu. Et donc, nous voyons que la population en a assez. La population veut la paix. C'est ainsi que nous voyons la population accompagner les manifestants. Nous voyons que voilà, elle est en train d'aider les manifestants, leur donner de l'eau et tout simplement pour les soutenir. Voilà, l'activité continue. Après le tour des quartiers, nous allons tout juste en ville pour constater aussi sans bavure ni violence. Nous parlons de notre dossier. Le ministère public a requis mercredi 13 mai à Kisangani 56 peines de mort contre des militaires de FARDC poursuivis pour révolte et fuite devant l'ennemi à Walikale dans la province du Nord Kivu. Il a également demandé 19 acquittements dans ces dossiers impliquant 84 soldats. Le parquet a accusé la majorité des prévenus de révolte, lâcheté et dissipation de munitions lors de leur déploiement sur les fronts de Massissi. Au centre porteur. Le tribunal militaire de garnison de Kisangani poursuit la série de ses audiences foraines sur la place des martyrs de cette ville en procédure de flagrance contre 84 militaires du 34-15 régiment des forces armées de la République démocratique du Congo transférés depuis les territoires de Walikale dans la province du Nord Kivu. L'audience de mercredi 13 et jeudi 14 mai 2026 était consacrée au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie de la défense des prévenus. Pour rappel, ces militaires considérés comme indisciplinés sont poursuivis du chef de violation des consignes militaires, de la dissipation des munitions de guerre, de la révolte et de la fuite devant l'ennemi car engagé dans la traque des terroristes du M23 dans cette province. Dans son réquisitoire, le ministère public représenté à l'audience par le colonel magistrat Kumbungoma a sollicité du tribunal de Seyan de déclarer 56 prévenus coupables des faits mis à leur charge et de les condamner à la peine de mort. Le prévenu Boukassa, Chamboa, Dedi, étape, en fait comment la prévention de la révolte militaire. En conséquence, de les condamner à la peine de mort. De dire étape, en fait comment la prévention de lâcheté. En conséquence, de les condamner à la peine de mort. De dire établi en fait comment la prévention des violations des consignes. En conséquence, de les condamner à la peine de mort. De dire établi en fait comment la prévention de la dissipation des munitions de guerre. En conséquence, de les condamner à 10 ans de servitude pénale principale. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire en prononçant l'unique peine la plus forte, soit à la peine de mort. Prononcer sa dégradation au sein des FARDC. Par contre, de se déclarer non saisi de la procédure de flagrance engagée à l'endroit de 9 autres prévenus, arrêtés à l'unité depuis le mois de janvier 2026 pour perte d'armes de guerre, mais aussi l'organe de la loi dans son rôle d'instruire à charge et à décharge, a requis du tribunal de Seyan l'acquittement des 19 prévenus arrêtés pour absence aux appels qui maladroitement se sont retrouvés dans le lot et sur le banc des accusés. Les collectifs des avocats de la défense prenant parole pour le compte de prévenus a sollicité l'acquittement pur et simple de leurs clients arguant qu'ils étaient en droit de réclamer leurs soldes non payés pendant 8 mois, au moment où ils étaient engagés dans la traque contre l'ennemi. Ventre affamé, point d'oreille, a insisté la défense et que la RCA a un caractère alimentaire. Si à l'impossible, le tribunal se verra obligé de condamner leurs clients tenant compte de la procédure usitée pour réclamer,
qui leur accorde de larges circonstances atténuantes liées à leurs conditions et qu'ils doivent encore servir dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Après leur réplique et contre-réplique, le tribunal s'est dit éclairé et devra rendre son jugement dans les heures qui suivent. Qui du ministère public et de la Défense, dont les prétentions seront épousées par les juges? Wait and see. 3 civils ont été tués dans la nuit du mercredi au jeudi 14 mai 2026 lors d'une attaque de forces démocratiques alliées à des MTM contre le village de Biakato en territoire du Mambasa. Les assaillants ont aussi incendié 5 maisons selon la société civile locale dans un contexte de forte insécurité persistante dans la province de l'Ituri. L'ennemi EDF ne cesse encore de multiplier ses attaques dans la chefferie de Babila Babompi. C'est dans la nuit d'hier mercredi à ce jeudi 13 mai 2026. L'ennemi EDF a encore ciblé les blocs Bangole situé à Biakato, à chefferie de Babila Babompi dans le groupement Bangole. C'était aux environs de 23h où l'ennemi a surgi tout en incendiant des maisons et tuant des civils. Comme bilan provisoire, 3 personnes ont été tuées, 3 maisons incendiées. Il y a eu des poules qui ont été emportées par l'ennemi. Et le bilan reste encore provisoire parce que cela a causé un déplacement massif de la population pendant cette nuit et les dégâts sont vraiment énormes. Plusieurs personnes sont tombées évanouies et sont admises dans des structures sanitaires suite à des attaques répétitives. Nous demandons vraiment à la justice de pouvoir enquêter à tout ce qui se passe comme massacre dans la chefferie de Babila Babombi parce que vraiment la population n'est pas plus à comprendre ce qui se passe. On reste toujours dans la province de l'Ituri, près de 92 ans après la réunification des anciennes chefferies au sein de l'actuelle chefferie de Walendu Bindi. Plusieurs autorités coutumières réclament aujourd'hui leur réhabilitation. Réunis ce mercredi à Guéti, chef-lieu de la chefferie, le chef du groupement a adressé une lettre ouverte au gouvernement congolais pour demander le retour des anciennes entités coutumières. Reportage à Rachid Koudra. Selon ces autorités coutumières, la fusion des chefferies décidée à l'époque coloniale ne correspond plus aux réalités actuelles. Elle rappelle qu'en 1934, plusieurs entités comme Zadou, Bamuko, Bukiringi, Boloma, Bavi Babiba et Tiriti avaient été regroupées pour former la chefferie de Walendu Bindi. Mais aujourd'hui, les chefs coutumiers estiment que la région a considérablement évolué. Ils évoquent une forte croissance démographique ainsi que la présence d'infrastructures de base, notamment des écoles, centres de santé, hôpitaux, routes et marchés. 92 ans après, rien ne justifie l'existence de la chefferie de Walendu Bindi. En fait, tous les groupements composant la chefferie de Walendu Bindi ont subi des mutations profondes depuis leur fusion. D'une part, au point de vue du développement, la population de la chefferie de Walendu Bindi connaît une explosion démographique sans pareil à territoire d'Irum. Sans doute, elle constitue à l'heure actuelle la première force démographique dans ce territoire, une population qui grandit en même temps qu'augmente. Pour ces chefs de groupement, la réhabilitation des anciennes chefferies permettrait de rapprocher davantage l'administration des populations locales et de renforcer la gouvernance des proximités conformément au principe de la décentralisation prévu par la Constitution congolaise. Sur le plan administratif, la multiplication des conflits de pouvoirs coutumiers à la tête de la chefferie de Walendu Bindi illustre parfaitement la problématique de la multiplicité des sources de coutumes qui coexistent toujours en contraction entre elles. De ce qui précède, nous exigeons la réhabilitation de 5 chefferies et un secteur unifié unilatéralement par le pouvoir colonial
à une chefferie. Cette revendication intervient dans un contexte où plusieurs communautés de l'Ituri demandent une meilleure représentativité administrative et coutumière pour favoriser le développement local et la cohésion sociale. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle du ministère de l'Intérieur n'a encore été rendue publique concernant cette démarche. Nous sommes encore dans la province de l'Ituri. L'Organisation mondiale de la santé s'est dit préoccupée par la situation sanitaire de la population en Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, la représentante pays ad interim de l'organisation a rencontré mercredi les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Les échanges ont porté sur l'état de la réponse sanitaire et les besoins humanitaires dans la province. Après les honneurs et l'accueil du gouverneur militaire de l'Ituri, la représentante pays en intérim de l'OMS en RDC a laissé entendre à la presse qu'elle est venue avec son équipe pour évaluer les défis sanitaires de la population iturienne. La manière dont elle nous a reçus et la manière dont les autorités provinciales travaillent avec l'Organisation mondiale de la santé depuis des années, puisque déjà hier soir, en arrivant, nos équipes qui sont ici en place depuis un bon moment, j'ai certains de mes staffs qui sont ici depuis plus de 14 ans, nous ont dit qu'il y a une collaboration qui est excellente avec les autorités provinciales ici. Donc nous nous en réjouissons et nous espérons que nous pourrons garder cette collaboration. En ce qui concerne les défis auxquels l'OMS fait face dans les urgences, cette diplomate a encore témoigné l'engagement de l'administration militaire. Le plus grand défi, c'est la continuité du déplacement des populations et encore certaines fois certains centres de santé qui sont pillés. Donc il y a un petit peu des accès en fait aux services sanitaires pour le moment. Mais nous savons que très souvent, par exemple quand il y a ces pillages qui ont lieu, effectivement nos équipes essayent bien sûr d'aider et qu'elles sont toujours énormément aidées par le gouverneur quand il faut par exemple retrouver des médicaments supplémentaires ou complémentaires à ce que l'OMS déjà amène sur le terrain. Notons que depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes et chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs actions humanitaires à Ituri sont menées en faveur des personnes vulnérables sous le leadership du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Nous quittons l'Ituri, direction Léo Katanga. Dans cette province, le ministre provincial des infrastructures a effectué une visite d'inspection d'une nouvelle usine de fabrication d'enrobés destinée à améliorer la qualité et à réduire les coûts des travaux routiers. Cette unité industrielle récemment mise en service vise à renforcer l'autonomie locale en matériaux de construction routière. Ce n'est plus qu'une question de temps. La province du Haut-Katanga sera en capacité d'assurer l'autonomie et minimiser l'achat du bitume dans le cadre de sa politique de construction et réhabilitation des routes. C'est ce que vient constater le ministre provincial des infrastructures Jean-Claude Singa Kafindo ce mercredi dans l'une de multiples installations de l'office de route retenues pour la circonstance. Le montage de l'usine de fabrication des enrobés a sensiblement évolué à en croire le directeur provincial de l'office de route. En termes de pourcentage, on est à 100% de l'implantation de l'usine. Donc on attend que les raccordements avec la SNEL et puis la connexion avec la firme qui nous ont livré cette usine. Donc c'est une main-d'œuvre qui devait venir de l'Inde. Cette usine va commencer à produire 120 tonnes de béton bituminé ou des enrobés denses par heure. Et ça peut faire 1 km par production. Donc voilà que c'est vraiment une grande usine de production d'enrobés. Et voilà, avec l'appui de l'excellence, nous pensons que cette usine va commencer à être à l'œuvre dans les jours qui vont suivre. Le Bwanama Djengo, œil privilégié du gouverneur intérimaire de province Martin Kazembe en la matière, le confirme. Nous venons de constater que l'usine est déjà prête. Toutes les œuvres, toutes les actions que l'Office des routes est en train de déposer dans la province, nous devons être derrière parce qu'au fait, on ne va pas juger directement l'Office des routes, mais on verra la province. C'est pourquoi nous devons faire le suivi par rapport aux travaux qui sont en train d'exécuter dans la province. Cette immense concession servira en outre à l'entreposage de 4 ateliers selon le ministre provincial. Car, dit-il, le gouvernement Kazembe s'attelle à minimiser le coût pour une dépense efficiente des ressources.
Ça n'est complètement fini. Messieurs et dames, l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.